Si les enfants trans n'existent pas, si être trans est une illusion forcée dans les esprits des enfants, j'étais quoi, petite, persuadée d'aussi loin que je me souvienne que j'étais une fille. Pour défendre nos droits en tant que personne trans mineure. Droits des mineurs trans et aussi de toutes les communautés et notamment LGBT. Voilà, on est là pour tout ça, pour les droits et les défendre parce que aujourd'hui les droits ils sont menacés. Notamment par les idées du RN, donc c'est important maintenant de se mobiliser, même qu'on n'a pas le droit de vote, c'est tout aussi important. Si nous avons été amenés à constituer, à la demande de Bruno Retailleau, ce groupe de travail, c'est que ce sont des choses qui se sont inscrites dans notre société aujourd'hui. Je suis sûre que vous ne m'auriez pas invité il y a 10 ans pour ce sujet. Ce travail correspond à 10 années d'influence. Alors, on le sait, woke des États-Unis, puisqu'on est même dans du vocabulaire aujourd'hui étonnant, y compris dans les livres scolaires. I am technically an activist constantly when I go out in public. People notice me, they talk to me, and you are who you are, and you have to represent. It's a day to be proud and be who you are with minimal judgment. I feel like the support outweighs the judgment here. I use he, him, and Zer pronouns. Moi je suis là du coup pour lutter contre cette loi qui est littéralement horrible et honteuse. Et pour moi c'est important parce que si cette loi elle passe, j'ai plus le droit de prendre des hormones. Et ça c'est juste impossible parce que c'est super important pour moi. Pour moi les personnes trans, on va dire qu'on est une plus petite minorité dans le groupe des LGBT. Et donc c'est presque logique qu'ils s'attaquent à nous en premier. Et donc aussi aux enfants en premier, mais c'est que le début et comme je l'ai dit précédemment, ça va arriver pour tout le monde, on est tous en danger à part cette loi en fait. Les chiffres ont explosé dans tous les pays du monde, y compris en France, même si en France on ne nous en donne pas. Nous avons voulu comprendre où en étaient tous les pays qui étaient très en avance sur ce sujet et où en était la France, pourquoi tout le monde reculait. Une information, l'Angleterre a interdit la semaine dernière les bloqueurs de puberté. En mai 2024, les sénateurs républicains déposent un projet de loi destiné à interdire les traitements de réassignation sexuelle sur mineurs. La proposition de loi prise en charge des mineurs en questionnement de genre est adoptée de justesse au Sénat le 28 mai 2024. Le président Emmanuel Macron refuse de présenter cette loi à l'Assemblée nationale, puis il décide de dissoudre l'Assemblée. Le débat est plus polarisé que jamais. Dans la vraie vie, les personnes trans existent. Elles ne sont ni une idéologie, ni une tendance, ni une mode, ni un syndrome. Elles sont des personnes humaines, aussi légitimes, aussi dignes, aussi normales que les personnes cisgenres. Il y a aujourd'hui la transphobie. Il y a des enfants, des jeunes, des moins jeunes qui souffrent dans leur chair parce qu'ils sont nés garçons ou filles, mais se sentent exactement l'inverse. Et donc là aussi, j'aimerais que toutes les différences soient acceptées. Nous, à la France Insoumise, on s'est toujours battu pour la constitutionnalisation du genre, mais aussi pour le changement d'état civil. Et l'association Toutes des femmes, association féministe trans, porte ce combat-là et a fait une pétition qui a déjà atteint plus de 25 000 signataires visant à faire en sorte que le changement d'état civil soit gratuit, libre et facilité. Car en ce moment, dans ce pays, il est rendu dur. Le protocole de traitements médicaux et chirurgicaux de réassignation sexuelle sur mineurs est administré hors autorisation de mise sur le marché. Il repose sur le Dutch Protocol, une seule étude hollandaise de 70 sujets, financée par le laboratoire Ferring, un fabricant d'hormones de synthèse. Cette étude unique, complètement biaisée, jamais répliquée, dont un patient est mort des suites de son traitement, s'est pourtant imposée comme la référence de l'auto-affirmation des mineurs en Occident. Coming out trans, dysphorie, injection de testostérone, personne transgenre, transidentité basse, de personnes FTM, dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Femme, née dans le corps d'un homme. Pour comprendre comment nous avons pu en arriver là, il faut revenir aux sources du mouvement transidentitaire. Magnus Hirschfeld, fondateur de l'Institut de sexologie de Berlin, fut le premier médecin à identifier cliniquement le transsexualisme et le travestisme fétichiste. Le transsexualisme affecte des hommes homosexuels, non conformes aux stéréotypes sociosexuels. La conviction d'appartenir à l'autre sexe apparaissait alors comme une échappatoire à l'homosexualité, dans une société qui la considérait comme une pathologie, une déviance sociale, et la réprimait fortement. Le travestisme fétichiste est une paraphilie qui touche des hommes hétérosexuels, parfaitement conformes aux stéréotypes sociosexuels et insérés socialement. Ces hommes, souvent très masculins dans la vie quotidienne, éprouvent un plaisir érotique à se costumer en femme. Lui-même homosexuel, Magnus Hirschfeld a longtemps milité pour la dépénalisation de l'homosexualité et par extension pour un accueil plus empathique et humaniste des paraphilies.
Je vous prie de m'excuser, vraiment, je suis navré, mais non, cette circulation, vous savez, ces bouchons, c'est vraiment, ça devient impossible. Pardon. Bonjour, cher monsieur. Lili Elbé et Christine Jorgensen sont les icônes historiques du transsexualisme. Lili Elbé sera le premier homme européen à subir une vaginoplastie, puis une greffe d'utérus qui lui sera fatale. Christine Jorgensen subira une ablation des testicules, puis du pénis, et la création d'une cavité vaginale couplée à l'administration d'estrogènes. Ces deux hommes se plaignaient d'une atrophie pénienne congénitale. C'étaient avant tout des hommes homosexuels, efféminés, qui cherchaient un moyen légal d'aimer un autre homme sans avoir à se cacher. C'est de leur récit qu'est né le concept « né dans un mauvais corps » et la revendication d'appartenir à l'autre sexe. Contrairement à Lili Elbé et Christine Jorgensen, Arnold Lohman, alias Virginia Prince, n'a jamais renié sa virilité ni son attirance pour les femmes. Virginia Prince était un travesti qui vivait dans les années 20-30. C'était un homme qui était hétéro, qui était d'un bon milieu social, c'est quelqu'un qui était plutôt influent, qui avait de l'argent. Et en fait, il avait un goût qui était de se travestir en femme. Ça l'excitait. En fait, il a commencé très tôt dans les années 20 à porter des robes, à se montrer comme ça dans des soirées avec des robes. Et il jouissait du regard en fait du public. Et il a commencé à créer des clubs d'hommes CSP+, comme lui, qui aimaient se travestir. Donc avec une revue qui s'appelait Travestia. Et c'était des hommes très intégrés socialement, avec une vie de père de famille, qui par ailleurs avaient un fétiche sexuel. C'est-à-dire qu'ils mettaient des sous-vêtements de femmes, des robes, alors ils s'habillaient, il y avait la bourgeoise, il y avait la bonne, il y avait différents types comme ça, très stéréotypés de femmes. Et en fait, ça les excite sexuellement. C'est-à-dire qu'ils mettent des porte-jartelles et ça les fait jouir. Concrètement, ils mettent des robes et ça les excite. Et ce qui les excite aussi, c'est le regard des autres. Il y a quelque chose aussi d'assez exhibitionniste. À un moment donné, ces hommes se sont dit, mais on ne va pas rester entre nous, à se regarder entre nous, on va jouir du plaisir d'être regardé à l'extérieur. Donc on va sortir et jouer avec un travestissement comme ça de femmes à l'extérieur, parce qu'ils ne voulaient pas passer pour des fous, en fait, ils ne voulaient pas passer pour des pervers, ils voulaient que ça devienne normal. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont fait pression, parce que de toute façon, c'était des hommes influents, donc ils ont réussi à faire pression et à imposer en fait leur fétiche sexuel comme une norme et à faire participer la société. À l'époque, l'homosexualité, tout comme le travestisme, était sévèrement réprimée. Prince a subi plusieurs arrestations qui l'ont conduit à communiquer avec les autorités médicales et les facultés de médecine pour faire connaître son penchant pour le travestissement fétichiste et le dépathologiser. Il a ouvert la voie à la sortie du placard des hommes qui aimaient se travestir en femmes. La dimension érotique de la démarche était évidente et parfaitement assumée. That's probably about right. This person is a transvestite. Transvestites are men with an obsession to wear women's clothes. My sister, who was 6 years my junior, was getting an incredible amount of approval, love, and attention. And I think I looked at this in a great deal and said, you know, maybe mom and dad like a girl better than a boy. Mother's clothes were suddenly available, and I tried it. These are men in hiding who have an uncontrollable obsession to cross-dress. This is a transvestite. He is a member of one of 300 transvestite groups that meet in secret across the country. Everybody has a way of relieving the pressure. Everybody does. Some people drink, some people gamble, some people jog. It doesn't matter. You know, my way of relieving that emotional pressure within me is to cross-dress. It's very difficult to explain. It was just a compulsion. I would do it. These people are almost always heterosexual, most often married men with children, most often in very masculine, even macho jobs. In fact, many of them, their masculine career has a uniform of its own. Police officer, military officer, construction worker. So their masculinity has a set of clothing and their femininity has a set of clothing. The first time I can remember putting on any female clothing would be in the area of 10 to 11 years old. And whose clothing was it? Mother's. Did everybody have homosexual experiences? No, absolutely not. In the beginning, did you masturbate with women's clothes on? Very definitely, yes. Did everybody? Yes. Sure.
Pour Prince, les travestis fétichistes étaient strictement hétérosexuels. Ils ne désiraient pas de changement de sexe et bien au contraire, présentaient une certaine fierté de leur pénis, utilisé à des fins érotiques. Prince a très tôt adopté le nouvel usage du terme genre, affirmant « ce n'est pas le sexe que nous imitons, c'est le genre, la qualité de l'expression, le genre de vie, le genre de personnalité que nous associons à une femme ». Utilisée dans le contexte trans, la notion de genre est directement issue de l'imaginaire érotique du travesti fétichiste. Quelques décennies plus tard, le concept d'identité sera adossé au terme genre et la dimension sexuelle systématiquement effacée lorsque le mouvement prendra une tournure politique pour imposer ses revendications. Moi, ça va, j'ai jamais eu d'agression physique parce que j'ai toujours l'intelligence de me protéger, de fuir, d'avoir des techniques d'évitement. Voilà, dans la rue, vous avez des techniques d'évitement. Il y a une dimension sociale qui est très importante. C'est une paraphilie, c'est une pulsion sexuelle qui ne peut s'exprimer qu'en public. Parce que ce qui va les faire jouir, c'est d'être validés par des personnes qui vont les considérer comme des femmes ou faire semblant de croire qu'ils sont des femmes. Et ça leur donne du plaisir sexuel intense. Donc évidemment, ils vont vouloir répéter l'expérience. Et ça va devenir addictif, c'est-à-dire comme quelque chose qui donne un plaisir intense, on va vouloir toujours aller plus loin. Donc ils vont toujours vouloir aller plus loin dans la recherche de validation. Donc, aller toujours plus loin, aller dans des espaces publics, aller dans les toilettes des femmes, aller dans les espaces pour vraiment vivre la vie des femmes, comme ils se la représentent en tout cas. Donc, aller dans les boutiques de lingerie pour demander aux vendeuses quelle est leur taille de bonnet, mettre les vendeuses mal à l'aise. Il y a le côté jouer le rôle d'une femme, mais aussi jouir de l'effet que ça va faire. Est-ce qu'on va me dire madame? Est-ce que je vais mettre mal à l'aise? Il y a vraiment la notion de regard sur soi qui est très importante. Je suis un homme de 44 ans. Au lycée, je me suis travesti avec les vêtements de ma mère. Je ne peux pas nier l'excitation que ça me procurait. Je me suis marié et je portais en secret des vêtements de ma femme, toujours devant un miroir pour me masturber. Aujourd'hui, je me travestis ponctuellement et c'est toujours excitant. Quand une femme m'excite, je me sens bien, mais le travestissement m'apporte beaucoup plus. Devant un miroir, le toucher des sous-vêtements féminins, d'une peau lisse, l'odeur des cosmétiques, etc. C'est tellement agréable d'être habillé, de se comporter comme une femme, que rien n'est comparable. La dimension biologique est totalement évacuée. Pour eux, être une femme, quand ils disent « je suis une femme », ça passe par des attributs de la féminité. Le maquillage, une coiffure de femme, des robes, des talons aiguilles, extrêmement sexualisés. Et il y a aussi tout un imaginaire autour de la soumission. C'est vraiment comment est-ce que les pires machos voient les femmes? Elle a des décolletés pigeonnants, elle est très maquillée, elle est habillée de façon très sexy, provocante, et elle est soumise sexuellement. Ça va être des hommes qui peuvent rechercher la sensation d'être harcelés, d'être regardés comme des femmes, donc avoir un regard masculin sur eux, mais vraiment le pire regard masculin, c'est-à-dire du harcèlement, éventuellement de la violence. Il va y avoir aussi des fantasmes autour de la prostitution. There are issues, I think, around boundaries and where we put the boundaries with you know, if we are talking between cis and trans, where does the boundary go? Are there multiple boundaries? Pretty young gal, a bisexual, but a hustler go as a sales snow. With that juicy fat thing, I can't let you go. What she doing, man, with on Pornhub.
The reason I did that is because one thing many people don't know about cishet cross-dressers and the fetish that we have is we are obsessed with people watching us. J'ai 58 ans, je suis un transsexuel opéré. J'ai commencé à me travestir à l'adolescence. J'étais particulièrement excité sexuellement en portant des gaines et des bas de nylon. Au milieu de la vingtaine, j'ai eu le désir très fort de m'habiller en femme à plein temps et d'attirer l'attention en tant que femme sexy et féminine. Depuis, je porte des vêtements féminins sexy, en particulier des soutiens-gorge, de la lingerie, des collants, des robes courtes, de la dentelle, des mini-jupes, des talons hauts, etc. Les porter et m'imaginer être une femme m'excite sexuellement, produit des érections, une envie de me masturber et finalement un orgasme. J'aimerais citer en France Olivier Chaumont, qui est devenu Olivia Chaumont, qui dit « J'aime me promener seule dans la rue la nuit avec une jupe et des talons aiguilles qui claquent. » Enfin, c'est vraiment le stéréotype de ce qui fait peur aux femmes, en fait. Et lui le fait en disant que ça l'excite. Ils veulent incarner ce qui les excite chez les femmes. C'est quelque chose d'inconnu, ce que j'appelle des terres inconnues devant lesquelles on est et qu'il va falloir défricher petit à petit pour apprendre à être ce qu'on a toujours désiré être. Je suis devenue socialement une femme, mais je n'ai jamais vécu en tant que femme. Et ça, il va falloir que j'apprenne, avec 50 ans de retard. I speak to some young folks who identify as transgender. It's a daily adventure to figure out what they think they are every day. It can be really challenging. Check on that. So we were talking May 6th, 8:45? Yeah. That works for me. All right. Do I need to sign anything? No. About my client? Yeah, I just met her. She's really nice. She's really smart. She sounds like she's got the right idea about things. I really support what she's up to, and I think it's fabulous. How about that? God, she's accused of, what is it, criminal trespass? In the first degree, yes. My name is Stephanie Mueller. I'm in the directory for the Washington State Bar Association. Le psychologue et sexologue canadien Ray Blanchard est l'auteur du concept d'autogynéphilie, qui précise certains aspects du travestisme fétichiste. L'autogynéphilie décrit l'attirance sexuelle qu'ont les travestis fétichistes pour l'idée d'eux-mêmes en tant que femmes. Ces hommes hétérosexuels sont sexuellement émoussés par l'idée d'être, de ressembler ou d'être perçus comme des femmes. From an autogynephile's standpoint, it's the perfect solution. I really want to be a woman. I'm not going to be happy unless I am. And I'm attracted to women. Well, how do you resolve that? Aha, I'll be a lesbian. Yeah. That gets at both sides of it. I can be a woman and I can have women. Mm-hmm. The only fly in that ointment is finding cooperative lesbians. Les travestis fétichistes et leurs supporters envahissent les espaces lesbiens de façon ouvertement agressive. Les lesbiennes sont sommées d'accepter qu'un pénis puisse être un organe féminin et de considérer que l'attirance pour le même sexe serait désormais transphobe. Celles qui refusent d'avoir des relations sexuelles avec un homme transidentifié femme sont traitées de fascistes, harcelées, exclues, tabassées lors des manifestations de fierté lesbienne, effacées des plateformes d'expression LGBT. Si les travestis d'autrefois vivaient leur paraphilie dans la clandestinité, la politisation de la transidentité leur fournit désormais l'occasion de vivre leurs fantasmes sexuels au grand jour. My gender identity and my sexuality are two completely different things. Mais comme ce sont des hommes attirés sexuellement par les femmes, ils se déclarent lesbiennes pour parvenir à leur fin. Je m'appelle Morgane, j'ai 52 ans et je suis mariée à Cécile depuis presque 23 ans. Cependant, l'attirance pour eux-mêmes en tant que femmes domine leur attirance pour les femmes, envers lesquelles ils éprouvent une jalousie profonde. Investir les espaces féminins et y obtenir la validation sociale de leur identité féminine est chargé d'une double dimension orgastique.
le plaisir que la société participe à l'exhibition de leurs fétiches, mais aussi celui d'assouvir leur désir de vengeance envers les femmes qu'ils jalousent viscéralement. On est tous et toutes là contre la transphobie et il faut que toutes les personnes qui sont derrière continuent à gueuler pendant toute la marche pour faire du bruit contre la transphobie. The males who are born male and transition to female, they're in charge. They are the CEOs, the directors of the organizations. These are well-funded organizations and they're well paid. They're the activists with the speakers. Autogynephilia is an erotic fixation that some men have with the idea of being a woman. This is the reason why many of the small number of men who are transitioning, many of them are fixated by a paraphilia, which is this erotic fixation. It's completely driven by a sexual drive to be perceived as a woman, to behave like a woman, to be part of the women's groups. This is a very definite sexual kick that these people are getting. And it's not all men who transition, but there's a large section of men who medically transition. They are very erotically driven and they want people to accept them as women. It's a sex act that people need to be aware of. And then you look at why are women transitioning or why are young girls transitioning. It's a completely different reason. This is about body loathing. This is about kind of eschewing kind of sexual development. It's a completely other attitude towards why a person would medically transition. And these men are in control, and these usually young, vulnerable, autistic girls are very much following the men, and there's a lot of inappropriate behavior happening. Le contingent des travestis fétichistes autogynéphiles compte 2 milliardaires américains extrêmement influents, Martin Rothblatt et Jennifer Pritzker. Penseurs visionnaires pour l'un, philanthropes déterminés pour l'autre, ces deux hommes d'affaires étroitement connectés à l'industrie technomédicale ont joué un rôle pivot dans l'émergence du mouvement transidentitaire. You know, I'm an American, so for me, the obvious investigative path, if you want to discover anything, is to follow the money. So I started to look into the larger LGBT NGOs and find out like where their funding was coming from and where did the tea come from and why was it added. You know, there were some really powerful players that just kept, you know, emerging over and over and over again. And they were all connected to the medical tech industry. You know, sitting back there in the medical industry is this identity, a fetish of wanting to own womanhood for yourself as a man, to be woman. So this becomes part of this corporatized identities, right? Because you're opening markets. Now, the only way to do that with a sexually dimorphic species, to open markets in sexual identity, is to break the boundary between male and female, right? So the ideology of gender is instituted into this LGB. It's sort of like having a fox in the hen house. AbbVie and Allergan, which, do you have comments on that? Well, I think it's very exciting. I'm a big believer in blurring the areas between different medical segments. And here you've got pharmaceuticals bleeding into cosmeceuticals. The World Health Organization has been clear that to be healthy, you've got to be healthy holistically. You've got to feel good about yourself. You've got to actually be free of disease. So this blurring of cosmeceuticals and pharmaceuticals is, I think, very futuristic. At the heart of the gender industry is a man with the fetish of transsexualism. He wants to own womanhood for himself. He runs around with synthetic female characteristics, calls himself a woman, refers to himself as a transhumanist. He's the author of the very first gender bill
that has become a template for all these gender bills that we've seen all over the world now. He's also highly renowned for some incredible accomplishments. I mean, he's co-creator of satellite, Sirius XM satellite radio. He's worked on the Human Genome Project. He's the CEO of a massive biopharmaceutical corporation. He's a lawyer. He's created a robot of his wife, Bina. He has a xenotransplantation farm. Has studied genetics, genetic engineering, all about technological reproduction. He's all about that, using spliced genes and gene manipulation to create new and various different kinds of families and creatures. And he's very renowned in all these different sectors of society. He's currently sitting on the board of the Mayo Clinic, a very prestigious medical clinic in the United States. And he travels around, he talks about the relationship between transgenderism and transhumanism, like it's an on-ramp. And it is. Bina 48 is a proof of concept robot based on the personality and on the mind file of my wife, Bina. Martine married Bina 30 years ago, and 5 years ago created Bina 48 as a digital replica uploaded with the original's memories, thoughts, and even feelings. Martine is my love, my timeless love. I believe mind clones will be humanity's biggest invention. The ideology comes from the medical tech sector. It's basically a transhumanist paradigm that you can subvert your humanity, that you can overcome your humanity to become something else. That's what transhumanism ultimately aspires to. That's also what the ideology of gender promotes. He has cobbled together an ideology, gender ideology, out of queer theory, feminist theory analysis, civil rights analysis, resistance analysis. He has cobbled all of these things together with technological advancements, and he has created an ideology that he has fed to the public via his books, talks, the hanging out in the higher echelons of society where he does hang out, medical field, tech field, Hollywood, this one, that one, right? He promotes this. And because he is renowned and it seems really interesting and prophetic, people engage with it, right? And people that have money support it. And they think they're on this incredible journey into the future. Living in a dissociated environment, which is the world that we live in today, civilization is basically a dissociative environment. It creates a buffer between you and reality. So people are already dissociated. And then here comes this man who's uber dissociated, and he has created this ideology, and he feeds it to them, and they just eat it up with a spoon. And then he walks around with only the ego a man could have, walking around with women's body parts, and they think he's all fascinating, Avant de créer la société United Therapeutics, Martine Rothblatt était avocat. Membre de la Conférence internationale sur la législation et les politiques d'emploi transgenre depuis 1992, il a rédigé la première version du rapport sur les lois sanitaires concernant les transsexuels et les transgenres, après sa rencontre avec Phyllis Fry, un magistrat texan travesti. Ce petit groupe d'hommes ayant un penchant pour le port de sous-vêtements féminins est à l'initiative d'un projet visant à promouvoir le transsexualisme à l'échelle mondiale et à déconstruire le dimorphisme sexuel humain. Ce document sera plus tard appelé la Charte internationale des droits du genre. Jennifer, alias James Pritzker, est un héritier de la famille Pritzker, l'une des plus riches familles américaines, propriétaire, entre autres, des hôtels Hyatt et d'une compagnie aérienne. Son cousin J. Robert Pritzker, alias JB, est gouverneur de l'État de l'Illinois. Jennifer Pritzker, dont la fortune personnelle est estimée à 2,2 milliards de dollars, est l'un des plus importants mécènes de la communauté transgenre.
Well, I wrote the op-ed because I felt there was a need for it. Starting with my own personal survival, but also there are 13,000 members of the armed forces of the United States who are transgender. And by extrapolation, there are an estimated at least 1.4 million transgender people in the United States. And something needs to be done to help all of them, because no one person can hope for progress in their own life without offering support to people in a similar situation. The Pritzker family, which is one of the wealthiest families in America. Jennifer Pritzker is a man who claims womanhood for himself. He's middle-aged, he's a philanthropist. He has an organization that he funds the gender industry with, the Ronnie Foundation. But the whole family massively funds, like millions of dollars to many universities in the United States, in Canada. It's to drive this ideology, which is dissociation from sexed reality as progressive. In my youth, simply, if a person assigned as male at birth wore women's clothes publicly, they'd get arrested. You couldn't explore your own femininity in the military. You had to retire in order to transition, right? Yes, that was always very difficult, because when I was in, there was virtually zero opportunity to explore. For example, I couldn't have gone into the orderly room, that's the office of a unit, and apply for a leave to say, well, First Sergeant, Company Commander, I'm going to take my 30 days leave, and I'm going to go experiment, with living as a woman. That would have earned me like an immediate discharge. They would have thrown you out. Oh, yeah. Our military needs to be able to choose from as large a talent pool as possible. We don't have to accept everybody, but we do have to have a system in which no group is categorically rejected. Have high standards of selection for anything you want, but make it on a merit basis. If you need somebody to be able to do, 100 push-ups to get through jump school, fine. But don't restrict somebody simply because they're some category. Use a defined, quantifiable means of criteria to determine who serves and who doesn't. Policies can be changed. They aren't written in stone. If you're willing to do the work, you can change policies. Pour parvenir à ses fins, Jennifer Pritzker a créé la fondation Tawani, dont le rôle a consisté à injecter des sommes phénoménales dans les universités américaines, en contrepartie de la création de chaires universitaires dédiées aux études sur la sexualité et le genre. À l'origine, les études de genre étudiaient les rapports hommes-femmes dans la société et la manière dont les stéréotypes entretenaient des inégalités sociales qui affectaient les femmes. Les chaires d'études de genre ont été investies par des militants afin de servir l'idéologie transgenre et fournir une pseudo-assise scientifique à leur idéologie. Objectif, attaquer sans cesse les références à la binarité du sexe, ainsi que toute recherche fondée sur la biologie de la sexuation. Noyer le marché d'études médiocres, vantant les traitements de réassignation sexuelle. Former un bataillon de militants diplômés en études de genre, déterminés à banaliser le fétichisme des attributs sexuels comme allant de soi, et devant s'imposer à toute la société, y compris aux enfants. Bien que républicain, Jennifer Pritzker a massivement investi dans le financement du Parti démocrate, afin qu'il serve ses objectifs. Pour imposer son idéologie à toute la société, quoi de plus efficace que d'intervenir directement dans les programmes de l'école publique? We expanded Medicaid to cover gender-affirming surgeries. We brought inclusive LGBTQ+ curriculum into our schools so that all students now learn about the contributions of queer and trans trailblazers from Marsha P. Johnson and Harvey Milk. The State Board of Education is implementing gender-inclusive policies to ensure that our schools are welcoming and affirming. And I'm proud to say that my administration is the most diverse administration in state history. Welcome to my room. My name's Edie and I'm 8. When did you learn what transgender was? The media told me.
She said that I was transgender, and I asked her what that means, and she said that means you're half boy and half girl, and I said okay. I think I'm mostly a girl. La plupart des enfants jouent un jour ou l'autre à s'imaginer être de l'autre sexe. Certains vont jusqu'à se déguiser avec les attributs à leur disposition, puis ils passent à autre chose. Ce phénomène banal de la petite enfance est déformé et utilisé comme un cheval de Troie pour banaliser la démarche érotique des travestis fétichistes. Le concept d'enfant transgenre a été créé de toutes pièces pour imposer aux sociétés occidentales la croyance en un genre inné qui s'exprimerait à travers le choix des vêtements et des accessoires. Les enfants dits transgenres servent de bouclier humain aux travestis fétichistes pour vivre leurs fantasmes sexuels au grand jour. Most cross-dressing starts at an early age by 5 or 6. It starts as play, and it may disappear for a while. And then later, during puberty, it comes back strong, and usually, but not always, with strong erotic overtones. Now, while science can't tell us why people cross-dress, it does tell us that once these behaviors and feelings become a part of our personality, they never go away, ever. When we look at what people call is the trans kid, and as well as that, the growing number of trans kids in the last 5 to 10 years, you have to, in many ways, think what's going on, because when you've got this explosion, and it is an explosion, the numbers are phenomenal. For example, in the UK and Ireland, a 4,000% increase in female adolescents seeking medical transition. You realise there's something extraordinary going on, and it probably needs further study. And secondly, when you look at the concept of the trans kid, it didn't exist 20 years ago. It didn't exist 30 years ago. It's never existed in history. And so for thousands and thousands of years, we've lived without ever seeing it in art, in literature, in music. We have had gender non-conforming children. I was a gender non-conforming child, so they have been seen in literature and art and music and the history books for thousands of years, but not the trans kid. But in recent years, medical technology has advanced so much that it's offering options, medical options for children to be the opposite sex. And I would argue children don't have the maturity to understand that what they are offering is something that's going to impair their fertility. It's going to impair their sexual functioning. It's going to physically weaken their body in many different ways, such as their heart, raised likelihood of multiple sclerosis, raised likelihood of dementia, and, osteoporosis. A lot of, it carries a very heavy medical burden on the child, on the body. And so for that reason, I reject the concept of the trans child. And I think that we need to attend to what's actually going on, which is there's a growing number of children seeking medical transition who would probably be much better off if we could teach them about gender nonconformity and teach them of freedom of living in a gender nonconforming way without medicalization. All right, Sarah. Are you ready? You ready? We're ready. Trans Pride is here to give family to people like us. Trans men are men. Trans men are men. Trans women are women. Trans women are women. Non-binary is valid. Non-binary is valid. Trans rights are human rights. Trans rights are human rights. There's been an extraordinary move from an awful lot of autogynephilic men to say that they should have transitioned as children, and that they are very, very engaged in supporting the idea of the trans kid. Now, this is from a place of extreme privilege, because these are often men who transitioned when they were 40. They often have children. They often have had wives. They've often had very successful careers based on the fact that they were male. And they are very engaged in saying trans children should transition because I wish I had. And it's like, that's from privilege. They don't know what it's like to have no sexual functioning all your life. They don't know what it's like to have no fertility. They don't know what it's like to weaken your body from your teenage years onwards and to be looking at osteoporosis in your 20s. So I don't think it's honest of autogynephilic men to say that they should have transitioned many, many years ago, and now they're going to get all the other children to transition because they didn't get that chance. I think it's a very, very insidious aspect of trans activism.
Vous préférez avoir une fille trans ou un garçon mort? Pour couper court à tout débat, les transidentitaires brandissent le chantage au suicide, une affirmation idéologique maintes fois démentie par les études sérieuses. Elle fournit l'argument imparable aux adultes militants pour imposer leur idéologie mortifère et son cortège de mutilations sexuelles irréversibles à un nombre croissant de mineurs sous influence. Le L c'est pour G, B, yes, T, Q. Il y en a un deuxième? Ah, questionnement, super. Le I. Intersexe, on vient de le voir. Le A. Il y en a un deuxième aussi. Aromantique, super. Le P. Et NB. Non-binaire. Vous savez déjà tout. La complexité pour les acteurs de l'école, qui ne sont pas des idéologues, c'est qu'en fait viennent se percuter deux enjeux politiques et sociétaux qui à la base ne devaient pas se percuter. Le premier, c'est en 2001 une loi qui dit il faut faire de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Elle est poussée notamment en France à un moment par un enjeu de prévention qui est le choc des années SIDA. Donc une volonté de prévenir des risques de contamination par la maladie. Et donc c'est comme ça qu'on va installer cette loi sans au départ avoir une intention de diffuser une formation, une information, une éducation à la sexualité, au plaisir sexuel, et derrière ça, en mettant en avant le drapeau égalité homme-femme et surtout égalité des pratiques sexuelles et aucun jugement des pratiques sexuelles, tout se vaut, tout est OK. C'était pas le contrat de la loi 2001 et c'était pas non plus le contrat passé avec les parents qui étaient d'accord pour qu'on passe une information de prévention à leurs enfants, notamment plutôt au lycée, c'est-à-dire au moment où on a des jeunes capables d'avoir une sexualité parce qu'ils ont eu un développement cognitif, psychique, physiologique qui leur permet d'être des acteurs sexuels à partir de 14-15 ans. Donc, il y a cet élément-là de l'histoire de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire qui vient percuter cette idéologie du genre qui prend ses racines dans un principe qui est de dire il n'y a plus de genre, il n'y a plus de femmes ni d'hommes, il y a une possibilité de variabilité, on rompt avec cette binarité et pour faire société nouvelle, eh bien, il faut qu'on fasse entrer les nouvelles générations dans cette idéologie-là. Et du coup, on va utiliser le véhicule de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire comme véhicule d'endoctrinement des très jeunes enfants. Et là, par contre, effectivement, on peut trouver des origines qui sont bien plus anciennes, qui sont les travaux d'un pédocriminel qui est Alfred Kinsey et de ses disciples qui vont développer toute une idéologie avec des concepts fumeux, des pratiques d'études totalement véreuses, où ils vont essayer de démontrer que le bébé est un être qui naît sexuel, notamment en faisant des expériences absolument ignobles, en stimulant par des pédocriminels qui vont stimuler des petits bébés et mesurer des orgasmes qui sont en fait des crises qu'on impose à ces petits bébés. Alfred Kinsey a fait entrer la sexologie dans l'ère moderne, au moyen d'études scientifiques menées à grande échelle. Il se sert de son prestige académique pour poser des affirmations surprenantes pour l'époque. La fréquence de la masturbation, des relations extra-conjugales et de l'homosexualité. En guerre contre la répression sexuelle, Kinsey a connu énormément de succès auprès de ses contemporains qui se sont servis de ses travaux pour lutter contre l'hypocrisie sexuelle. La partie sombre du travail de Kinsey fut longtemps occultée. Des échantillons biaisés, voire truqués, des délinquants sexuels enrôlés comme cobayes dans les prisons, et surtout le recrutement de pédocriminels pour mener des expériences sur la sexualité infantile directement auprès de leurs enfants. Pour affirmer que le bébé était un être sexuel, Kinsey demande à des pères de masturber leur bébé et d'enregistrer leurs réactions physiologiques de stress, comme autant de preuves scientifiques d'orgasme. Il s'agissait de viols organisés de bébés à des fins de propagande pédocriminelle. Kinsey était un grand malade, adepte des mutilations sexuelles qu'il pratiquait sur lui-même. Jeune homme, Kinsey a commencé par s'insérer des objets dans l'urètre, des pailles, des cure-pipes, des crayons, puis des brosses à dents, pour se punir de ses pulsions homosexuelles. Ces pratiques l'ont accompagné tout au long de sa vie d'adulte, au point de s'être circoncis lui-même, sans anesthésie. Et donc, ces travaux-là vont être réutilisés, portés par les disciples, et vont prendre la forme dans un organisme qui s'appelle le CIECUS aux États-Unis,
de tout un protocole d'éducation à la sexualité des plus petits. On va partir du principe que, eh bien, il faut éduquer les enfants dès 3 ans, dès 4 ans, parce qu'ils sont des êtres sexuels, des êtres qui peuvent ressentir du plaisir, qui peuvent se masturber, que la relation avec l'adulte est une relation normale, c'est une relation d'amour, que tout petit l'enfant peut dire oui ou non, c'est-à-dire concrètement adopter la rhétorique des pédocriminels, des agresseurs, des violeurs et en fait des hommes, puisque majoritairement ce sont des hommes, qui font acte de violence par le sexe, puisque évidemment, et c'est bien tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui dans la société pour renommer les choses, un travail de sémantique, il n'y a pas à intégrer la violence sexuelle dans une éducation à la sexualité au motif que ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire et qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'était le travail qui a été porté par les féministes dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Ce sont les féministes qui ont réhabilité la place de l'enfant, qui se sont battus pour dire non, un acte sexuel avec un enfant, c'est une violence par le sexe, mais ce n'est pas de la sexualité. Aujourd'hui, ce combat-là a été abandonné par les néo-féministes pour prendre le parti de l'idéologie trans et avec cette idéologie trans, oublier les enfants, oublier notre devoir de protection des enfants et rappeler qu'un enfant, c'est un être qui n'est pas sexualisé, c'est un être qui est victime de la violence d'un adulte et qui ne peut pas être consentant, évidemment, s'agissant d'une sexualité qui lui est étrangère de par là où il en est de son développement physiologique, cognitif et psychique. Ces compromissions sont présentes dès l'origine du mouvement transidentitaire. Le créateur du drapeau trans était un vétéran de l'US Navy sous le nom de naissance Robert Hodge. Dans ses mémoires, celui qui se fit appeler Monica Helms admet être un travesti fétichiste et avoir volé les sous-vêtements de sa mère dès l'âge de 12 ans pour se masturber dedans. Helms atteste que ses pulsions fétichistes n'ont pas remplacé son attirance sexuelle pour les femmes. Il s'est marié, sera père de 3 enfants. Helms est l'auteur de contes érotiques impliquant des récits d'hommes forcés à se transformer en femmes au cours de rituels d'humiliation masochiste. Dans d'autres récits érotiques, Helms fait participer des petites filles. Les couleurs bleu layette, rose dragée et blanche du drapeau transgenre sont des codes couleurs utilisés par les pédophiles pour représenter leurs préférences sexuelles. Volkmar Sigusch est l'auteur du terme cisgenre, largement utilisé par les transactivistes pour désigner les personnes dont l'identité de genre est conforme à leur sexe de naissance, en opposition au terme transgenre. Ce sexologue allemand était convaincu que la pédophilie était une orientation sexuelle à part entière. You never felt like you were a boy, a girl. I never quite fit in. Well, the girls would do their things with their Barbies and things like that, and that wouldn't interest me. And things such as trucks and building forts and getting into the odd fist fight and climbing trees. That's the kind of stuff that I like, but it was unacceptable. So I'd never. As a girl. As a girl, I had no place to fit in. L'homme qui est à l'origine du concept d'identité de genre déconnecté de la réalité sexuelle s'appelle John Money. Sexologue, fasciné par les perversions sexuelles, il considérait qu'une pédophilie bien pratiquée pouvait être sans danger sur les enfants. En 1967, il rencontre les parents de Bruce Reimer, un petit garçon aîné de 2 jumeaux qu'un accident chirurgical destiné à traiter un phimosis avait amputé de son pénis. Money a convaincu ses parents de pratiquer sur lui une chirurgie de réassignation sexuelle et de l'élever comme une fille, sans rien lui dire de son passé. Par cette expérience, il voulait prouver son hypothèse sur la fluidité du genre, convaincu que Bruce pourrait mener l'existence d'une femme adulte épanouie. Après une réassignation chirurgicale complète, Bruce fut renommé Brenda et élevé comme une fille. Mais à l'âge de 9 ans, Brenda commence à réaliser qu'il n'est pas une fille. À 15 ans, il s'affirme comme un garçon et récupère son identité mâle sous le nom de David. Les entretiens périodiques de John Money avec Brenda et son frère jumeau Brian impliquaient la performance d'actes sexuels entre les jumeaux devant le praticien, au cours desquels Brenda devait s'efforcer de jouer le rôle féminin. Ces actes sexuels ont traumatisé les 2 garçons. Brian s'est suicidé en 2002 d'une overdose d'antidépresseurs et David en 2004 d'une balle dans la tête. I tried to fit in. I tried with the makeup, and it turned out to be a disaster. I mean, you got the red circles on the cheeks, and I look like a clown, basically. And but I didn't do it because I liked it. I did it because I wanted so desperately to fit in because I was so lonely.
Pour comprendre les mécanismes d'influence d'une idéologie venue des États-Unis sur les politiques publiques françaises et européennes, il faut se replacer dans le contexte des années 80. La société américaine est certes la plus grande démocratie au monde, mais c'est aussi une société extrêmement polarisée. À droite, des sectes chrétiennes évangélistes luttent contre l'enseignement de Darwin et des sciences à l'école. Ces groupes d'influence créationnistes sont authentiquement homophobes. Puis vinrent les années SIDA qui ravagent la communauté homosexuelle entre 1983 et 1995. Parmi les hommes les plus riches d'Amérique, il existe des homosexuels et des alliés progressistes. Ensemble, avec l'industrie des technologies biomédicales, ils vont unir leurs moyens financiers et intellectuels pour enrayer l'hécatombe. Lifestyle of homosexuals has triggered an epidemic. All of my friends and colleagues are dying. L'un des tout premiers employés de la firme Microsoft, Rick Wayland, quitte l'entreprise à 35 ans pour se concentrer sur la gestion de son patrimoine et le mécénat, devenant un donateur majeur du mouvement de justice sociale LGBT. Après sa mort, la chronique de la philanthropie a qualifié le legs de Wayland de 11e don caritatif le plus important du pays, avec plus de 165 millions de dollars, répartis entre 20 bénéficiaires. Le philanthrope homosexuel Mark Bonham a créé le laboratoire de recherche queer et trans au Centre Bonham pour l'étude sur la diversité de genre à l'Université de Toronto. Le très discret Drummond Pike est un philanthrope et activiste politique de gauche. Créateur de la fondation Tides, il est l'un des plus gros financeurs du mouvement LGBT, désormais massivement dévolu à l'idéologie transgenre. Avec d'autres philanthropes comme George Soros, Drummond Pike a mené des actions de lobbying de grande envergure auprès de parlementaires démocrates pour faire progresser la politique américaine vers des valeurs jugées progressistes, comme les revendications des personnes trans. You know, I found these billionaires in the medical tech industry were flooding these LGBT NGOs. Many of them were gay men. Many of them came out of banking or tech or the medical industry. I mean, we're talking millions and millions and millions of dollars from all of them, from each sector, you know. Fils héritier du milliardaire américain Warren Buffett, Peter Buffett est créateur de la fondation privée Novo, pourvue d'une dotation initiale de 1 milliard de dollars. Chaque année, la fondation Novo distribue des millions de dollars à des groupes de centre-gauche prônant les intérêts LGBT. We're trying to resource things that historically have been sort of underwritten by government and corporations, whether it's agriculture, healthcare, education, all these different things. So we're feeling like it's going to take a lot of money to get us to kind of jump the tracks and get into a different kind of system of being in relation to each other. Le plus célèbre et le plus fascinant de ces philanthropes alliés est sans doute le multimilliardaire George Soros, dont la fortune pèse plus de 25 milliards de dollars. À la tête de Soros Fund Management et de l'Open Society, il consacre depuis plusieurs décennies une partie de son immense fortune à des activités de philanthropie et de lobbying politique axées sur le progrès, dont les valeurs LGBT. I want to thank my husband, the center, the donors who have given so much, not just to the center, but to everything that has moved our equality. Philanthrope militant des droits LGBT, Tim Gill a été parmi les premières personnes ouvertement homosexuelles à figurer sur la liste Forbes des 400 personnes les plus riches d'Amérique. La fondation Gill a investi plus de 390 millions de dollars dans des programmes pour assurer l'égalité des personnes LGBT. The two largest LGBT NGOs in the United States that are driving this culturally, institutionally, and every other way with gobs of money. One of them is comes out of software design, Quark Press, and now has an AI platform, home intelligence, artificial intelligence, right, platform. And he owns Gill Foundation. His name is Tim Gill. Now he works with John Stryker of Arcus Foundation. Now John comes out of banking, Greenleaf Trust. And he's a billionaire. They're both billionaires. And Arcus is fascinating because they've created this entire political infrastructure to drive this ideology, not only in America, but across the world. And they have a whole tracking system. It's called MAP for tracking all the philanthropic dollars that are going in and where it's all going and everything. You know, they've covered all the bases. They're funding a media apparatus. They're funding educational apparatus. They're funding institutions that train people to be politicians.
to drive this ideology into law, into the political system? We named the foundation Arcus because, well, first of all, Arcus Pluvium is a Latin word for rainbow. And I'm also an architect. I love the idea of an arc that supports shelters and spans distances. And I wanted it to be like kind of like a rainbow, where it's like a symbol to people of a place to go for resources and for power. So going back to the whole AIDS crisis, you know, the medical industry infiltrates this, right? We start building up some infrastructure to support people that are sick and need information, right? And then the issue these LGBT NGOs have formed, now we have to have a problem for them to serve, right? But AIDS gets under control. The medical industrial complex starts losing money, right? So we got to come up with something new. Well, then gay marriage was put on the table. And that was very, very, very important. It had to be marriage. It couldn't just be a civil union. I was all rah-rah, you know, rah-rah gay marriage. Absolutely. Equal rights. And now I see that whole situation is very, very different because, you know, medical technology was going to be very important for same-sex attracted couples to create babies. You're creating a marketing constituency there. So then once gay marriage was put through, then it was like, trans everything, you know, woo! So we moved straight into this whole new paradigm, right? You know, and here you are sterilizing a whole lot of children. You're sterilizing them with drugs and you're getting them to dissociate from their sex reality. Why? So tech can usurp reproduction. Selon le magazine Forbes, la fortune personnelle du milliardaire homosexuel John Stryker est estimée à 3,9 milliards de dollars. Le grand-père de John Stryker a créé Stryker Corps, une entreprise de matériel médical qui fut revendue pour 14,4 milliards de dollars en 2020. À ce jour, Stryker a distribué plus de 675 millions de dollars de dons aux universités et organismes caritatifs, dont la fondation Biden. Happy Transgender Day of Visibility. I am Admiral Rachel Levine, the Assistant Secretary for Health at the Department of Health and Human Services. For the second year in a row, the transgender flag is flying above our department in Washington, D.C. And this is an affirmation of the administration's support for the transgender community and across the nation, as well as our support for evidence-based gender-affirming care. À l'origine, homosexuels et transgenres n'avaient rien en commun et se méfiaient ouvertement les uns des autres. Au milieu des années 80, les deux communautés ont commencé à s'associer pour porter ensemble leurs revendications. Lorsque l'épidémie de sida a pris fin et que le mariage homosexuel a été accepté partout en Occident, le formidable réseau d'associations caritatives dédiées aux droits des personnes homosexuelles aurait dû logiquement disparaître, faute d'objet. C'est alors que la communauté transgenre est venue réclamer son dû. La cause transidentitaire a été embrassée par la communauté homosexuelle parce qu'elle a permis à un réseau international d'associations extrêmement influentes et très bien financées de continuer à vivre. Pour justifier la perception de flux financiers énormes et leur influence sur la société, il fallait une cause aussi vitale que la lutte contre le sida. De là est né le mensonge transidentitaire, prétendre que les transgenres étaient la population la plus opprimée de la planète et qu'ils seraient en danger de mort si la société ne valide pas leur parcours de transition. Parallèlement à l'accroissement phénoménal du nombre d'enfants et d'adolescents s'identifiant comme transgenres, la catégorie porno-trans connaît une croissance exceptionnelle, au point de se hisser en 3e position aux États-Unis de la consommation des vidéos porno.
une hausse de popularité de 75% sur la plateforme Pornhub. To be honest, like for me, the people that I saw, the first images that really struck a chord with me were, you know, trans women and pornography. And there was something that unlocked in my brain that I saw these wonderful, fearless performers becoming desirable. And in my head, I could take the leap where I felt like, well, if I could be desirable. Bonjour, je suis Gilles Maudroyer, je suis co-responsable avec Cassandre du groupe qui a écrit le programme LGBTI de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, le candidat de l'Union populaire. Je m'appelle Sacha Repolskaya et je suis une des fondatrices de XY, Média Transféministe. Qu'est-ce que c'est que le socialisme et pourquoi c'est une idéologie politique qui répond le plus, à mon avis, aux besoins des personnes trans? Je vais essayer de vous expliquer. La Charte internationale des droits du genre, initiée par Martine Rothblatt et ses amis, a servi de base à la rédaction des principes de Yogyakarta. En novembre 2006, 29 militants et juristes experts en droits humains se sont réunis à Yogyakarta en Indonésie pour établir des normes internationales en matière d'orientation sexuelle et de reconnaissance de l'identité de genre. Ces principes, qui préconisent entre autres l'auto-affirmation du genre sans condition et la reconnaissance sans entrave de tous les droits attachés, n'ont aucune valeur juridique. Ils vont pourtant s'imposer comme la norme politique en matière de transidentité dans les démocraties occidentales. Aujourd'hui, les homosexuels sont toujours condamnés à des peines de prison, de castration forcée ou de mort en Afrique et au Moyen-Orient. La Belgique sera le premier pays au monde à appliquer à la lettre les principes de Yogyakarta. En 2020, Petra de Sutter, née Peter de Sutter, devient vice-premier ministre de Belgique. Of all the deputy prime ministers, I'm the only woman. En novembre 2019, Dentons, le plus grand cabinet juridique au monde, émet un document commandité par le réseau LGBT mondial IGLIO, financé par la fondation Thomson Reuters et l'Union européenne. Son objectif, fournir à la transindustrie un conseil juridique et stratégique global, en produisant éléments de langage et techniques d'influence, pays par pays. Le rapport préconise d'attaquer les politiques publiques, établissant que les enfants sont trop jeunes et immatures pour donner leur consentement éclairé au traitement de réassignation sexuelle, en supprimant toute limite d'âge. En pratique, il s'agit de convaincre les États de poursuivre systématiquement les parents en justice, lorsque ceux-ci s'opposent au traitement de réassignation sexuelle de leur enfant mineur. Le rapport préconise de supprimer tout critère d'éligibilité pour favoriser la reconnaissance immédiate et complète de l'identité de genre des personnes, quelles que soient leurs conditions médicales, leurs problématiques psychiatriques, neurodéveloppementales ou leurs antécédents judiciaires. Les seuils d'âge minimum et l'autorisation parentale doivent être supprimés, au motif qu'ils constitueraient une discrimination, au profit d'une autodétermination aussi rapide que possible. Pour parvenir à ces fins, ce document développe une stratégie complète d'influence, cibler les personnalités politiques motivées par la jeunesse, démédicaliser la campagne de communication pour l'associer aux droits de l'homme. Associer les revendications trans à des réformes plus populaires, comme la lutte contre l'homophobie, en collant à l'agenda politique. La tactique du cheval de Troie va s'avérer redoutablement efficace, notamment dans le cadre scolaire, où sous couvert de lutte contre les discriminations, la promotion de la transidentité va être enseignée dès le plus jeune âge. Hi, I'm Jack. My pronouns are they, them, and I identify as trans and non-binary. Here are 3 things you can do to support trans children in your school. Number 1, be a visible trans ally. Le 29 septembre 2021, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, émet une circulaire intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ». Cette circulaire, elle est particulière, pourquoi? Parce que dans les premières lignes, elle acte que la transidentité est un fait, ce qu'elle n'est pas. Ce faisant, il a ouvert un boulevard pour que l'idéologie transidentitaire soit intégrée dans l'école à tous les niveaux, dans les manuels scolaires, dans les programmes, dans les interventions de toutes les associations qui rentrent, sans qu'aucun contrôle ne soit fait, notamment des intervenants. On ne sait pas si certains intervenants ne sont pas inscrits au registre des criminels sexuels, par exemple. Il n'y a aucun contrôle qui est fait. Cette circulaire
elle commence par dire c'est un fait. Et là, déjà, on est dans un manquement extrêmement grave. Après, le reste, finalement, c'est évidemment ce qu'attendaient les lobbies, c'est-à-dire de valoriser l'enfant trans par rapport aux autres. L'enfant trans devient celui dont on doit s'occuper avant les autres. On peut avoir des enfants handicapés, on peut avoir des enfants harcelés. Non, l'enfant trans passe d'abord, il passe avant. Et donc, la circulaire va dire que pour l'enfant qui se dit trans, pas de certificat médical, pas de rendez-vous psy ou d'attestation de psy, rien. L'enfant se dit trans, sa parole est entendue et ne doit pas être questionnée. Et toute l'institution doit se mettre au pas de ce que dit l'enfant sur quelque chose qui est fondamental pour sa vie future. À un moment où on sait aussi que les autres pays reviennent en arrière au motif que est maintenant très clairement identifié qu'on est d'abord, avant tout, dans une souffrance identitaire, d'identité par rapport à la phase pubertaire, et donc on n'est pas dans une transidentification qui s'inscrit dans le temps. Donc la parole de l'enfant ne peut pas être questionnée sur ce registre-là. C'est le seul registre sur lequel elle n'est pas questionnée. Quand un enfant dit qu'il subit des violences sexuelles, souvent on ne le croit pas, très souvent on ne le protège pas, et 3% des cas, on va condamner son agresseur, et 1% quand c'est de l'inceste. Le jeune homme se rend dans son ancien établissement pour sensibiliser les collégiens à la transidentité. Pourquoi tu décidais de changer de genre? En fait, on décide pas de changer de genre, on se le ressent. Par exemple, toi, tu te sens garçon, mais ça te paraît normal. Bah moi, c'est la même. Du coup, je me sens plus du point de vue des garçons que des filles. Là où Jean-Michel Blanquer a fait un acte grave, inconsidéré par rapport à sa position de ministre de l'Éducation nationale, dont ce devoir absolu était de protéger les enfants, c'est d'acter noir sur blanc dans un document aussi important que la transidentité était un fait. Et à partir de là, eh bien, s'en est suivi des programmes scolaires, des manuels scolaires, des livres pour enfants. Alors là, maintenant, c'est par centaines qu'ils se comptent, sur la banalisation du changement de genre chez des tout-petits, en faisant croire évidemment que la vie sera mieux avec des ailes. Voilà, parce que tout ça, c'est systématiquement avec un imaginaire très enfantin et en aucun cas avec la réalité de ce qu'est réellement le changement de sexe pour des adultes et la vie durant, de ne pas pouvoir avoir de relations intimes, évidemment, de ne pas pouvoir avoir des enfants, etc., etc. Salut tout le monde, c'est Shana Banana. Je vous amène tout droit vers un univers parallèle, celui de l'enfance. Oui, quand on est adulte, on a tendance à oublier qu'un jour on a été tout petit. Et bien aujourd'hui, je serai avec ma fille Anti-Snap et nous allons raconter des histoires à des enfants et je vous amène avec moi. À partir de 2020, les transactivistes d'Amérique du Nord et d'Europe mènent une campagne très agressive auprès de leur pouvoir public pour réclamer l'interdiction des thérapies de conversion, faisant un amalgame systématique entre les thérapies de conversion pour homosexuels et la psychothérapie des personnes transgenres, afin d'en réclamer l'interdiction. Les thérapies de conversion ont pour objectif de changer l'orientation sexuelle des homosexuels. Effectuées dans les milieux très religieux par quelques thérapeutes déviants, elles sont surtout le fait de prêtres de sectes religieuses fondamentalistes. Ces pseudo-traitements s'apparentent bien plus à des exorcismes qu'à des thérapies. C'est à juste titre qu'ils devaient être bannis. Mais le véritable objectif de la campagne était de rendre illégal tout traitement psychothérapeutique de la dysphorie de genre, au bénéfice exclusif des traitements médicaux de réassignation sexuelle. Il était question de guérir mon homosexualité. Moi, dans mon cas, c'était des thérapies de conversion, ce qu'on appelle psychospirituelles, qui étaient proposées par la communauté des Béatitudes, qui a d'ailleurs été aussi malheureusement en lien avec plein de problèmes d'abus sexuels dans l'Église qui ont été dénoncés aujourd'hui. Suite à cette campagne mondiale contre les thérapies de conversion, dans les pays frappés par le tsunami woke, les psychologues et les psychiatres ont désormais l'interdiction de faire leur travail auprès des jeunes transidentifiés. Être une personne LGBT+, n'est pas une idéologie. Être soi n'est pas un crime. Non, l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies que l'on pourrait soigner. Non, il n'y a rien à guérir, parce qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. Et l'identité de genre n'est ni plus ni moins que l'identité que l'on ressent au fond de soi. Le 31 janvier 2022,
L'Assemblée nationale cède au coup de boutoir des transactivistes. Au motif de la lutte légitime contre les thérapies de conversion, rarissime en France, il est désormais interdit d'aborder la transidentité comme une pathologie à soigner, quand bien même son épidémiologie explose. Le texte punit les pratiques, les comportements ou les propos répétés, visant à questionner l'identité de genre. La seule voie légale est désormais l'auto-affirmation sans condition. Les contrevenants encourent une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. La menace adressée aux psychologues et aux psychiatres est très claire. Les mêmes textes préconisent le retrait de l'autorité parentale des parents récalcitrants au traitement de réassignation sexuelle de leur enfant mineur. Deux exemples illustrent cette influence délirante sur nos sociétés. En 2023, Kayla Lemieux, professeure dans un lycée d'enseignement technique en Ontario, arrive en classe affublée d'une perruque et de prothèses de seins de taille Z. Les parents d'élèves protestent, réclamant le respect d'un code vestimentaire. En vain, Lemieux clame qu'il est une femme et que leur attitude est discriminante à son égard. Il prétend avoir entamé une transition en 2021 et que ses seins seraient dus à une pathologie, la gigantomastie. Il sera pourtant aperçu en ville sous son allure d'homme, sans ses énormes prothèses mammaires. En Irlande, en 2022, Enoch Burke, professeur d'allemand à Dublin, est mis à pied pour avoir refusé d'utiliser les pronoms préférés d'un élève transidentifié. Enoch Burke refuse cette mise à pied et s'obstine à revenir enseigner en classe. Il est arrêté par la police irlandaise et condamné à une peine de prison ferme. Le 21 décembre 2024, il est libéré après plus de 500 jours de prison. La justice irlandaise lui interdit toujours d'enseigner. En Europe de l'Ouest, de plus en plus de personnalités politiques transgenres émergent, portées par les partis de gauche. L'immense majorité sont des hommes transidentifiés femmes, dont le coming out public est extrêmement tardif. Surfant sur la vague trans, ils font un hold-up sur les institutions pour mettre en œuvre leur djihad transidentitaire sur les politiques publiques. Les populations ne sont jamais consultées. Le 16 février 2023, l'Espagne adopte une loi permettant de changer le sexe d'état civil dès l'âge de 16 ans, sans autre démarche qu'une déclaration publique de non-conformité avec le sexe de naissance. Le 12 avril 2024, le Parlement allemand promulgue une loi sur l'auto-identification du genre, qui permet de changer son sexe d'état civil à volonté. Les parents sont autorisés à constater le sexe de leur nouveau-né, mais le consentement de l'enfant est exigé à partir de 5 ans. Dès 14 ans, un adolescent pourra saisir le tribunal si ses parents refusent de reconnaître sa transition. Le Parlement allemand a inscrit dans la loi le délit de mégenrage, autrement dit le refus d'admettre l'identité revendiquée d'une personne transidentifiée. Si vous vous obstinez à appeler cet homme « monsieur », il pourra vous en coûter 10 000 € d'amende. How do I follow that? I am absolutely devastated, amazed, enthralled, totally unexpected, but most of all humbled. Humbled because there's so many amazing people here that I know have made such a difference between LGBTQIP, SSAIL, so many identities. Le principe d'auto-affirmation du genre accorde à n'importe quel homme d'être reconnu comme femme sans aucune condition, et même de changer d'avis à sa guise, comme Pips Bunce, directeur du Crédit Suisse. Homme un jour et femme le lendemain, au gré de ses envies. Go ahead, buckaroo, because they won't do a damn thing. When I tell them I'm a trans woman, they'll say okay and they'll leave me alone. You want to know why? Because it's legal in my state as a trans woman to use the bathroom I identify with. L'auto-affirmation du genre permet à un homme d'exiger que la société le considère comme une femme, sans faire le moindre effort de travestisme. Les revendications transidentitaires permettent aux opportunistes et aux prédateurs sexuels de s'imposer dans les espaces non mixtes féminins et d'avoir accès à l'intimité des femmes et des enfants en toutes circonstances, sans qu'aucune limite ne leur soit posée.
This is so comfortable and so nice. The only one problem I have is that the front. D'après les statistiques du Royaume-Uni, en 2024, 62% des détenus hommes s'identifiant comme femmes sont incarcérés pour le viol de femmes et d'enfants. En comparaison, les criminels sexuels ne représentent que 17% de la population générale des détenus masculins. La plupart des violeurs transidentifiés femmes sont incarcérés dans des prisons pour femmes. I will use a knife. Ich definiere mich als Frau und ich weiß für mich, dass ich eben eine Frau bin. Haben wir uns vorher schon ausgesucht, was eine schöne Stelle ist für ein Foto. Danke. Ich mache das nicht zum Spaß und ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich habe mich nicht entschieden, Frau zu sein, so wie man sich seine Geschlechtsidentität nicht aussuchen kann oder sich für die eine oder andere Identität entscheiden kann. Tessa Ganzerer, alias Marcus Ganzerer, membre des Verts allemands, est l'un des promoteurs de ce djihad transidentitaire. Si on diffuse ce genre d'informations à des enfants, on les endoctrine, on modifie la manière dont ils vont eux-mêmes se penser en tant qu'être humain, la manière dont ils vont eux-mêmes se penser en tant qu'être sexué, et on altère le développement de leur propre identité sexuelle. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui pourrait consister à être un endoctrinement idéologique d'adultes, sur des enfants, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va leur modifier les éléments fondamentaux, c'est-à-dire qu'on touche à leurs besoins fondamentaux de développement de leur propre identité sexuelle. At 17 years old, Emily Tressa finally feels fully herself. It's a day you've been waiting for, yeah? Did you go? Last month, she became one of the youngest patients in the country to undergo gender reassignment surgery. For me, it feels almost like I'm finally fully complete now. Emily was born a boy, but says she's always known she was a girl. I used to look in the mirror and be like, is it only me? Am I the only person that feels like this, that I'm trapped in the wrong body? With her parents' support and under the care of doctors and psychologists, Emily eventually started taking hormone blockers to prevent male puberty, and then estrogen to develop a female body. Emily is a pioneer because she is at the forefront of this new generation of young kids, adolescents, who are realizing what they are much earlier in life and are able to transition even before puberty. Emily's mother says her only fear is what would happen if she tried to hold Emily back. We saw the unhappy boy and we saw the happy girl. And we knew we'd much rather have an alive daughter than a dead son. Thank you so much for supporting me through Emily has become an activist and uses social media to let others know they're not alone. Enfant, Emily Tressa a été érigée en modèle de la transaffirmation des mineurs. Aujourd'hui majeur, il vend ses charmes sur son compte OnlyFans. Coming out trans. Dysphorie. Injection de testostérone. Personne transgenre. Transidentité basse. De personnes FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Femme, née dans le corps d'un homme. L'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire est le cheval de Troie utilisé par ces milliardaires pour endoctriner les enfants dès le plus jeune âge. Biberonnés aux deux idéologies de la sexualité infantile et de l'autodétermination du genre,
Dès 4 ans, l'enfant apprend de la bouche d'un adulte qu'il peut choisir de se travestir en adoptant les stéréotypes sociosexuels et une gestuelle sexualisée et décider de consentir ou pas en fonction de son sentiment de plaisir ou de déplaisir. C'est une prise d'otage de l'enfance sur le territoire de l'école. Sous la bannière du progressisme, il s'agit au contraire d'une décadence organisée à pas de loup. Ces prédateurs ont revêtu la robe d'un mouvement humaniste pour masquer leur stratégie de chasse.